Bonjour mes curieux et curieuses, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis désolée de vous avoir laissé pendant presque 2 semaines parce que j'avais besoin de me ressourcer, de voir ma famille en Bretagne. J'avais pas emmené ma caméra. Voilà, parce qu'en plus j'ai rien pour monter là-bas, j'ai pas d'ordi portable. Il faut vraiment que je remédie à ça pour pouvoir vous sortir plus de contenu. Donc aujourd'hui, j'ai bien prévu d'attacher mes cheveux parce qu'il fait chaud, à boire, voilà, j'ai tout prévu. J'ai faim, mais bon, ça va attendre. Du coup, on va continuer la lecture de La magie du rangement de Marie Kondo. Donc on en est au chapitre 4. Donc il reste ça à lire, tout ça. Voilà. Donc ça le fait. On arrive vers la fin, on a bien avancé. Allez, c'est parti. Chapitre 4. Ranger pour vivre avec passion. Choisir un endroit pour chaque chose. Voici le rituel que je suis chaque jour lorsque je rentre du travail. Je commence par ouvrir la porte, puis j'annonce à ma maison « Je suis rentrée !» en prenant la paire de chaussures que je portais la veille et qui est restée dans l'entrée. Je dis « Merci beaucoup pour ce que vous avez fait » et je les range dans le placard à chaussures. Puis j'ôte les chaussures que j'ai mises le jour même et je les place soigneusement dans l'entrée. Je me rends dans la cuisine, je fais chauffer de l'eau dans la bouilloire, puis je vais dans ma chambre. Je pose alors délicatement mon sac à main sur le tapis en peau de mouton et j'enlève mes vêtements. Je mets ma veste et ma robe sur un cintre et je dis « Joli travail !» Je suspends temporairement le cintre au bouton de la penderie. Je mets mes collants dans le bac à linge qui se trouve dans le coin inférieur droit de mon placard. J'ouvre un tiroir, je choisis les vêtements que j'ai envie de porter à l'intérieur, puis je m'habille. Je salue la grande plante située à côté de la fenêtre en caressant ses feuilles. Ensuite, je vide le contenu de mon sac à main sur le tapis et je range chaque chose à sa place. Je commence par ôter tous les tickets de caisse, puis je mets mon porte-monnaie dans sa boîte, que je range alors dans un tiroir sous mon lit avec un mot de gratitude. Je place ensuite ma carte de train et mon porte-carte de visite professionnelle à côté. Je mets ma montre dans une vieille boîte que je range dans le même tiroir et je place mon collier et mes boucles d'oreilles sur un petit plateau à accessoires à côté. Avant de refermer le tiroir, je dis « Merci de tout ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui ». Ensuite, je retourne dans l'entrée et je range les livres et carnets que j'avais avec moi dans la journée. Une étagère de mon placard à chaussures leur est réservée. Je sors de l'étagère située juste au-dessous de mon petit sac à tickets de caisse et je mets mes tickets dedans. Ensuite, je range dans l'espace juste à côté réservé aux objets électriques l'appareil photo numérique que j'utilise dans mon activité. Les papiers qui ne me servent plus filent dans le carton des matières recyclables sous la cuisinière. Dans la cuisine, je me prépare une théière entière pendant que je passe en revue mon courrier et que je jette les lettres lues. Je retourne dans ma chambre et je range mon sac à main dans un sac que je place ensuite sur la dernière étagère de la penderie en disant « Tu as bien travaillé, repose-toi bien ». Entre le moment où j'ai franchi le seuil de la maison et le moment où je referme la penderie, il ne s'est écoulé que 5 minutes. Je peux maintenant retourner dans la cuisine, me servir une tasse de thé et me détendre. Je ne vous ai pas fait ce récit pour vous en mettre plein la vue avec mon superbe mode de vie, mais pour vous montrer en quoi consiste le fait d'avoir un endroit bien précis où mettre chaque chose. Conserver un intérieur rangé devient une seconde nature. Vous pouvez le faire très facilement, même si vous rentrez fatigué du travail. Et vous aurez ainsi plus de temps pour vraiment apprécier la vie. L'essentiel pour savoir où ranger vos affaires est de désigner un endroit pour tous les objets. Vous vous dites peut-être « ça va me prendre énormément de temps », mais ne vous inquiétez pas.
Si l'entreprise semble compliquée, elle est bien plus simple que de décider quels objets garder et jeter. Puisque vous avez déjà choisi les objets à garder en fonction de leur type et que ces derniers appartiennent tous à la même catégorie, il vous suffit de les ranger les uns à côté des autres. La raison pour laquelle chaque chose doit disposer de son endroit est qu'un objet sans lieu de prédilection multiplie les risques que le fouillis s'empare à nouveau de votre logement. Admettons que vous ayez une étagère vide. Que se passe-t-il si quelqu'un met dessus un objet qui n'a pas une place bien précise ailleurs? Cet objet va précipiter votre chute. Très vite, cet espace, resté en ordre jusque-là, sera recouvert d'objets, comme si quelqu'un avait crié « Rassemblement tout le monde !» La désignation d'un espace pour chaque objet ne se fait qu'une seule fois. Essayez. Les résultats vous surprendront. Fini l'achat d'objets plus qu'il ne vous en faut. Vous n'accumulerez plus d'affaires. En fait, votre stock va même diminuer. Voici le principe de base du rangement efficace. Désignez un endroit où entreposer la dernière chose achetée. Si vous ignorez ce principe élémentaire et commencez à expérimenter les concepts dernier cri en matière de rangement, vous allez le regretter. Ces solutions de stockage ne sont bonnes qu'à enterrer des biens qui ne vous mettent pas en joie. L'une des principales raisons pour lesquelles se produit l'effet rebond, c'est l'incapacité à désigner un endroit précis où ranger chaque objet. Sans lieu prédéfini, où allez-vous mettre les choses après les avoir utilisées? Mais si vous disposez d'un endroit, vous pouvez conserver une maison en ordre. Décidez donc de l'emplacement de vos affaires et quand vous vous en êtes servi, rangez-les à leur place. C'est la condition sine qua non du rangement efficace. Jetez d'abord, vous rangerez ensuite. Les personnes qui suivent mes cours sont toutes très surprises quand je leur montre des photos avant-après de l'intérieur de mes clients. La réaction la plus courante est la suivante. La pièce semble complètement nue. C'est vrai. Très souvent, mes clients choisissent de ne rien laisser à même le sol et de ne pas obstruer le champ de vision. Même les étagères de livres ont parfois disparu. Mais cela ne signifie pas qu'ils ont jeté tous leurs livres. Ces étagères peuvent désormais se trouver à l'intérieur d'un placard. Les mettre dans un grand placard est l'un des grands principes que je respecte. Si votre placard est déjà plein à craquer, vous vous dites peut-être que votre étagère ne tiendra jamais dedans. En fait, 99% de mes lecteurs ont cette impression. Il peut néanmoins y avoir plein de place. L'espace de stockage dont vous disposez dans votre pièce convient en fait parfaitement. Je ne compte plus les fois où mes clients se sont plaints de ne pas avoir suffisamment de place, alors que je n'ai encore jamais vu un seul logement manquant d'espace de rangement. Le vrai problème, c'est que nous avons bien trop de choses par rapport à nos besoins et nos souhaits. Une fois que vous savez choisir correctement vos effets personnels, vous disposez uniquement de la quantité d'affaires adéquate à la surface de votre logement. C'est toute la magie du rangement. Cela peut sembler incroyable, mais ma méthode, qui consiste à ne garder que ce qui vous touche, offre cette précision. Voilà pourquoi vous devez commencer par jeter des choses. Il est ensuite facile de décider où entreposer vos affaires parce que leur volume ne représentera plus qu'un tiers, voire un quart de ce que vous possédiez au départ. En revanche, vous aurez beau ranger et adopter une méthode très performante, si vous commencez par entreposer vos affaires avant de vous séparer du superflu, l'effet rebond sera au rendez-vous. Je le sais parce que je suis passé par là. Et oui, moi, bien que je vous mette en garde de ne pas devenir un expert du stockage, que je vous conseille vivement de ne rien entreposer tant que vous n'avez pas réduit le volume de vos affaires, il n'y a pas si longtemps, 90% du temps, je n'avais qu'une idée en tête, où mettre mes affaires. Je me suis mise à réfléchir sérieusement à ce problème quand j'avais 5 ans. Cette phase de ma carrière a donc duré encore plus longtemps que ma passion pour le processus consistant à faire le vide, découvert seulement à l'adolescence. Pendant cette période, j'ai passé le plus clair de mon temps avec un livre ou un magazine dans la main,
en train d'expérimenter toutes les méthodes d'entreposage et de commettre toutes les erreurs imaginables. Je passais mes journées dans ma chambre, dans celle de mes frères et sœurs, voire à l'école, à inspecter le contenu des tiroirs et placards et à déplacer les choses de quelques millimètres pour essayer de trouver la meilleure organisation. Que se passera-t-il si je mets cette boîte là-bas? Que se passera-t-il si j'opte pour ce séparateur? Partout où je me trouvais, je fermais les yeux et réorganisais mentalement le contenu d'un placard ou d'une chambre, comme s'il s'agissait des pièces d'un puzzle. Ayant trempé dans ce domaine pendant toute ma jeunesse, j'ai succombé à l'illusion selon laquelle le stockage des affaires était une sorte de concours intellectuel dont le but était de savoir combien de choses je pouvais faire tenir dans un espace de rangement en optant pour une organisation rationnelle. S'il existait un vide entre deux meubles, j'y plaçais un élément de rangement que je remplissais ensuite, jubilant triomphalement une fois l'opération terminée. Pendant ce temps, j'avais commencé à percevoir mes affaires, et même ma maison, comme un adversaire que je devais battre, et j'étais en permanence en mode combat. Rangement recherchait le summum de la simplicité. Quand j'ai démarré mon activité, j'estimais devoir prouver ma capacité à proposer des dispositifs de rangement miraculeux, des solutions judicieuses que vous pouvez voir dans un magazine, comme un lot d'étagères tenant parfaitement dans un espace minuscule que personne d'autre n'aurait eu l'idée d'aménager. J'avais le sentiment étrange que c'était le seul moyen de satisfaire mes clients. Mais ces idées pertinentes finissent par s'avérer presque toujours peu commodes et ne servent qu'à flatter l'ego du concepteur. Un petit exemple. Un jour, j'étais en train d'aider une cliente à organiser sa maison quand je suis tombée sur un plateau pivotant, un peu comme les dessus de table que l'on trouve dans les restaurants chinois. À l'origine, c'était le plateau tournant d'un four micro-ondes, lequel avait disparu depuis longtemps. Dès que je l'ai vu, j'ai eu la brillante idée de le transformer en élément de rangement. J'avais du mal à déterminer où le mettre car il était assez large et d'une bonne épaisseur. Mais c'est alors que ma cliente a indiqué qu'elle avait tellement de bouteilles d'assaisonnement qu'elle ne savait pas où les ranger. J'ai ouvert le placard qu'elle avait désigné et, en effet, il en était rempli. Je les ai toutes sorties, puis j'ai essayé de faire rentrer le support pivotant dans le placard. Il tenait parfaitement dedans. Je l'ai ensuite chargé des bouteilles en question, et voilà, je disposais maintenant d'un espace de rangement qui paraissait aussi soigné et chic qu'un présentoir de magasin. Ma cliente pouvait désormais accéder aux bouteilles situées au fond du placard en faisant simplement pivoter le plateau. Super pratique. Ma cliente était enthousiaste et tout semblait parfait. Mais j'ai très vite pris conscience de mon erreur. Et la séance suivante, je suis retournée dans sa cuisine. La majeure partie de la pièce était impeccable, mais quand j'ai ouvert le placard contenant les bouteilles d'assaisonnement, j'ai constaté que l'intérieur était dans un désordre total. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a expliqué que chaque fois qu'elle faisait pivoter le plateau, les bouteilles glissaient et tombaient par terre. En outre, elle avait bien trop de bouteilles et avait mis le surplus sur le bord de la plaque, ce qui rendait celle-ci d'autant plus difficile à faire tourner. Comme vous pouvez le constater, j'étais tellement obnubilée par l'utilisation de cette tablette pivotante afin de créer un espace de rangement surprenant que j'en avais oublié les objets qu'elle était censée accueillir, des bouteilles qui glissent et perdent facilement l'équilibre. En y réfléchissant à deux fois, je me suis également rendu compte que personne n'a besoin d'accéder fréquemment aux réserves entreposées au fond d'un placard. Un support pivotant ne s'imposait donc pas. De plus, les formes rondes prennent bien trop de place et laissent trop d'espace inutilisé, ce qui les rend inappropriés au rangement. J'ai fini par sortir la tablette pivotante et ranger les bouteilles dans une boîte carrée que j'ai ensuite replacée dans le placard. Bien que simple et conventionnelle, cette méthode était bien plus facile d'usage au dire de ma cliente. Cette expérience m'a permis de conclure que les méthodes de rangement doivent être très simples. Inutile de réfléchir à des stratégies complexes. En cas de doute,
Demandez à votre maison et à l'objet entreposé quelle est la meilleure solution. La plupart des gens se rendent compte que le fouillis est dû à la conservation d'un trop grand nombre de choses. Mais pourquoi avons-nous trop d'affaires ? Généralement parce que nous n'avons pas une vision assez précise de tout ce que nous possédons, et ce en raison de l'utilisation de méthodes de rangement trop complexes. La faculté d'éviter des réserves superflues dépend de la capacité à simplifier le rangement. Pour conserver une pièce en ordre, le secret est de rechercher le summum de la simplicité, de façon à savoir d'un seul coup d'œil tout ce que vous possédez. Je parle de summum de la simplicité pour une bonne raison. Il est impossible de se souvenir de l'existence de chaque objet que nous possédons, même en simplifiant nos méthodes de rangement. Chez moi, où je n'ai pas ménagé mes efforts pour tout ranger avec simplicité, il m'arrive encore de repérer dans un placard ou un tiroir un objet que j'avais complètement oublié. Si mon système de rangement était plus complexe, par exemple si j'avais réparti mes affaires en 3 catégories, selon la fréquence d'usage ou selon la saison, je suis certaine que beaucoup d'objets seraient en train de pourrir dans un coin sombre. Voilà pourquoi il est bien plus logique d'opter pour un système de rangement le plus simple possible. N'éparpillez pas les espaces de rangement. Pour les raisons décrites ci-dessus, ma méthode de rangement est extrêmement simple. Avec 2 règles seulement, mettre tous les objets d'un même type au même endroit et ne pas éparpiller les espaces de rangement. Il n'existe que 2 manières de classer les effets personnels, par type d'objet et par personne. C'est facile à comprendre si vous opposez une personne qui vit seule à une autre qui vit en famille. Si vous êtes seul ou si vous disposez de votre propre chambre, le rangement est très simple. Il suffit de désigner un endroit où ranger chaque type d'objet. Vous réduisez au strict minimum le nombre de catégories en suivant celle préconisée pour trier vos effets personnels. Commencez par les vêtements, puis passez aux livres, au papier, au kimono et enfin aux objets ayant une valeur sentimentale. Si vous triez vos affaires en respectant cet ordre, vous pouvez ranger les objets appartenant à chaque catégorie, à l'endroit qui leur est attribué dès que vous avez décidé ce que vous gardez. Vous pouvez même être encore moins structuré en termes de catégories. Au lieu de classer en détail les objets par type, vous pouvez procéder par similitude en prenant la matière comme critère. De type vêtements, de type papier et choses qui semblent électriques. Il s'agit ensuite de trouver un endroit pour chacun de ces 3 types d'objets. C'est beaucoup plus facile que d'essayer de visualiser l'endroit où vous pourriez vous servir de l'objet ou sa fréquence d'utilisation. Avec ma méthode, vous pourrez classer vos affaires par catégorie avec plus de précision. Si vous avez déjà sélectionné ce que vous allez garder sur la base de votre ressenti, vous verrez ce que je veux dire, car vous avez déjà classé vos affaires par catégorie, les avez étalées à un endroit et tenues dans vos mains avant de prendre votre décision. Ce travail a permis d'affiner votre capacité à sentir ce qui va ensemble et à choisir des endroits appropriés où les ranger. Si vous vivez en famille, commencez par définir des espaces de rangement pour chaque personne. Cette étape est essentielle. Vous pouvez par exemple désigner un coin spécifique pour vous-même, votre conjoint et vos enfants, où ranger les affaires appartenant à chacun. C'est tout ce qu'il y a à faire. L'essentiel est de définir dans la mesure du possible un endroit par personne. Autrement dit, vous disposerez d'un seul lieu où disposer vos effets personnels. Si les espaces de rangement sont éparpillés, toute la maison se retrouvera très vite en désordre. Regrouper les affaires de chacun en un seul endroit est le moyen le plus efficace de conserver un intérieur rangé. Un jour, une cliente m'a demandé d'aider sa fille de 3 ans à être ordonnée. Lorsque je me suis rendue chez elle, j'ai découvert que les affaires de sa fille étaient entreposées à 3 endroits, les vêtements dans la chambre, les jouets dans la salle de séjour et les livres dans le salon. Conformément aux principes élémentaires de tri et de rangement, nous avons tout regroupé dans la pièce traditionnelle japonaise au sol sur des tatamis. À partir de là, sa fille a commencé à choisir elle-même les vêtements qu'elle voulait porter et à ranger ses affaires là où elles allaient.
C'était certes moi qui avais donné les instructions, mais j'étais quand même surprise. Même un enfant de 3 ans est capable de ranger. Le fait d'avoir votre espace personnel vous rend heureux. Lorsque vous avez le sentiment qu'il n'appartient qu'à vous, vous souhaitez qu'il reste rangé. S'il est difficile que tout le monde ait sa propre chambre, vous pouvez attribuer à chacun un espace de rangement. Chez les nombreuses personnes ne sachant pas ranger que je rencontre, souvent c'était leur mère qui rangeait leur chambre ou bien elles n'avaient jamais eu un espace bien à elles. Ces personnes rangent souvent leurs affaires dans le meuble de leurs enfants et leurs livres sur les étagères de leurs conjoints. Mais il est dangereux de ne pas disposer d'un espace qui soit uniquement à vous. Tout le monde a besoin d'un sanctuaire. Je constate que lorsque vous commencez à faire du rangement, la tentation est grande de démarrer par des espaces ou objets communs à toute la famille, comme la salle de séjour, les savons, gel douche, médicaments ou divers appareils électriques et fournitures pour la maison. Merci de les garder pour plus tard. Choisissez les objets que vous souhaitez garder et rangez-les dans votre espace personnel. Ce faisant, vous allez acquérir les principes de base permettant de remettre de l'ordre dans votre maison. Comme pour le choix des affaires personnelles à conserver, il est fondamental de respecter l'ordre préconisé. Oubliez le plan de circulation et la fréquence d'utilisation. Les livres sérieux sur le rangement conseillent souvent à leurs lecteurs de prendre en compte le plan de circulation lorsqu'ils conçoivent des espaces de rangement. Je ne dis pas qu'il s'agit d'un mauvais conseil. De nombreuses personnes choisissent des méthodes de rangement en étudiant soigneusement les trajets empruntés par la famille dans la maison. Par conséquent, mon propos ne concerne que la méthode KonMari. Et là, je dis, oubliez le plan de circulation. Lorsqu'une de mes clientes, une femme ayant la cinquantaine, a eu terminé de trier et ranger ses affaires, nous nous sommes attaqués à celle de son mari. Elle m'a dit qu'il était indispensable que son mari ait tout à portée de main, qu'il s'agisse de la télécommande ou d'un livre. Lorsque j'ai étudié leur intérieur, j'ai découvert que les affaires de son mari étaient en effet éparpillées aux 4 coins de la maison. Il y avait une petite étagère à livres à côté des toilettes, un endroit pour ses sacs dans l'entrée et des tiroirs pour ses chaussettes et sous-vêtements à côté de la baignoire. Mais cela n'a pas infléchi mes principes. J'insiste toujours pour l'adoption d'un seul endroit de rangement et j'ai donc dit à ma cliente de déplacer les sous-vêtements, chaussettes et sacs dans le placard où étaient suspendus les costumes de son mari. Elle semblait un peu anxieuse. « Mais il aime que les choses soient rangées là où il les utilise, » a-t-elle dit. « Et s'il n'est pas content ?» L'erreur fréquemment commise est de ranger des objets là où il est le plus facile de les sortir. Cette approche est fatalement erronée. Le fouillis apparaît parce que vous ne rangez pas les choses à leur place. Par conséquent, vous devez faire en sorte de pouvoir très facilement ranger et non sortir vos affaires. Lorsque nous utilisons un objet, nous le sortons dans un but bien précis. À moins que ce soit une tâche extrêmement pénible pour une raison donnée, l'effort à produire ne nous gêne généralement pas. Le désordre a deux seules causes: ranger demande trop d'efforts ou bien vos affaires n'ont pas une place attitrée. Si nous négligeons ce détail crucial, nous risquons de concevoir un système source de désordre. Pour les gens comme moi, paresseux de nature, je conseille vivement de disposer d'un seul endroit où ranger les choses. Le principe selon lequel il est plus commode de tout avoir à portée de main est erroné. Nombre de personnes conçoivent leur système de rangement en fonction du plan de circulation dans leur maison, mais comment pensez-vous que ce plan a vu le jour? Dans presque tous les cas, un plan de circulation dépend non pas de ce qu'une personne fait pendant la journée, mais de l'endroit où elle range les choses. Nous croyons avoir rangé les choses en fonction de notre comportement, alors qu'inconsciemment, nous avons adapté nos actes à l'endroit où sont entreposées nos affaires. Concevoir un système conformément au plan de circulation ne fera que disperser les espaces de rangement dans toute la maison, et cela risque d'accroître le risque d'accumulation d'objets. Nous ne saurons plus exactement ce que nous possédons et cela nous compliquera la vie. Étant donné la surface moyenne d'un logement japonais,
Un système de rangement conforme au plan de circulation ne change pas énormément les choses. S'il ne faut que 10 à 20 secondes pour aller d'un bout à l'autre de la maison, avez-vous vraiment besoin de vous soucier du plan de circulation ? Si votre objectif est de disposer d'une pièce impeccable, il est bien plus important d'organiser votre système de rangement de façon à savoir d'un seul coup d'œil où se trouvent vos affaires plutôt que de vous soucier de qui fait quoi, où et quand. Inutile de vous compliquer la vie. Choisissez simplement l'endroit où ranger vos affaires en fonction de la disposition des pièces et vos problèmes de rangement seront résolus. Voilà pourquoi la méthode de rangement que j'utilise est incroyablement simple. La preuve, pour être franche, je me souviens où tout est rangé dans presque toutes les maisons de mes clients. Je n'ai jamais pris en compte le plan de circulation et aucun n'a rencontré le moindre problème. Au contraire, une fois le plan de rangement simple créé, mes clients ne se demandent plus jamais où est la place de chaque affaire. Ranger devient naturel et par conséquent, la pagaille ne règne plus dans la maison. Placez tous les objets similaires au même endroit ou tout près. Si vous suivez ce conseil, vous constaterez que vous avez créé un plan d'occupation des espaces très simple. En outre, il est inutile de vous pencher sur la fréquence d'utilisation des objets lorsque vous concevez vos espaces de rangement. Certains ouvrages sur le rangement proposent des méthodes qui classent les objets en 6 niveaux selon leur fréquence d'utilisation, tous les jours, une fois tous les 3 jours, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an et moins d'une fois par an. Suis-je la seule dont la tête tourne à la seule pensée de devoir créer 6 compartiments dans mes tiroirs ? J'utilise au pire 2 catégories en matière de fréquence d'utilisation, les affaires dont je me sers souvent et celles dont je ne me sers pas souvent. Prenez par exemple le contenu d'un tiroir. Vous allez naturellement commencer par mettre au fond les choses que vous utilisez moins souvent et devant celles dont vous vous servez plus. Inutile de penser à cela lors de la conception de vos espaces de rangement. Lorsque vous choisissez ce que vous souhaitez garder, interrogez votre cœur et quand vous décidez où ranger quelque chose, interrogez votre maison. Faites cela et vous saurez instinctivement comment organiser et ranger vos affaires. Ah, je me suis arrosée. N'empilez jamais les choses, préférez le rangement vertical. Certaines personnes forment systématiquement des piles de livres, de papier et de vêtements. Quel espace gaspillé! En matière de rangement, la verticalité est essentielle. Je tiens tout particulièrement à ce détail. C'est une véritable obsession chez moi. Dans la mesure du possible, je range à la verticale les vêtements que je plie et mets sur champ dans mes tiroirs, les collants que je roule et mets debout dans une boîte. C'est aussi valable pour le papier à lettres et le nécessaire d'écriture, qu'il s'agisse des boîtes d'agrafes, réglées gomme que je pose debout. Je range même mon ordinateur portable sur l'étagère comme s'il s'agissait d'un carnet. Si votre espace de rangement normalement suffisant s'avère trop juste, essayez de ranger les choses à la verticale. Vous verrez que cela résout la plupart des problèmes. Je dispose mes affaires à la verticale et j'évite d'empiler pour 2 raisons. Premièrement, si vous empilez, vous avez l'impression d'avoir un espace de rangement inépuisable. Les piles grossissent sans que vous remarquiez l'accroissement du volume. En revanche, lorsque vous rangez verticalement, toute augmentation du volume prend de l'espace et vous finissez par manquer de place. Et c'est là que vous vous dites « Tiens, je recommence à accumuler des choses ». L'autre raison est la suivante. Empilez, mais au supplice, les choses situées au bas de la pile, qui se retrouvent écrasées. Les piles affaiblissent et épuisent les objets devant supporter tout le poids. Imaginez dans quel état vous seriez si vous deviez porter une charge lourde des heures durant. En outre, les éléments de la pile disparaissent presque car vous pouvez même oublier jusqu'à leur existence. Lorsque nous empilons nos vêtements, nous mettons de moins en moins ceux qui se trouvent en bas de la pile. Les tenues qui ne font plus d'effet à mes clients, même s'ils les aimaient au moment de leur achat,
sont très souvent celles qui restent longtemps tout en bas de la pile. Cela vaut également pour les papiers et documents. Dès que vous ajoutez un document sur le dessus de la pile, le premier devient deuxième et recule également dans notre conscience. Très vite, nous remettons à plus tard son traitement ou nous l'oublions carrément. C'est pour ces raisons que je conseille le rangement vertical de tout ce qui peut tenir debout. Essayez, prenez une pile que vous avez formée et mettez son contenu sur champ. Ce simple geste vous fera prendre conscience du volume de la pile. Le rangement vertical peut être appliqué partout. Les réfrigérateurs en désordre sont monnaie courante alors que leur contenu peut être organisé rapidement et simplement en mettant les produits debout. J'adore les carottes, par exemple. Si vous ouvrez mon réfrigérateur, vous les trouverez debout dans la porte. Pas besoin d'éléments de rangement spéciaux. Les éléments de rangement pratiques sont légion. Séparateurs réglables, portants suspendus, étagères étroites pouvant s'intégrer dans les petits espaces. Vous trouverez des éléments de rangement dépassant votre imagination dans n'importe quelle boutique. Du bazar du coin au magasin de meubles chics, en passant par les enseignes de décoration d'intérieur. Autrefois, j'étais moi aussi une fanatique des éléments de rangement et j'ai essayé presque tout ce qui était commercialisé sur le marché. Les articles les plus bizarres et exotiques. Et pourtant, il n'en reste presque plus un seul chez moi. Les éléments de rangement qui demeurent chez moi sont plusieurs lots de tiroirs en plastique transparent que j'utilise depuis le collège, ainsi qu'un panier en rotin pour mes serviettes. C'est tout, et tous sont logés à l'intérieur du placard intégré. Il y a des étagères intégrées dans la cuisine et la salle de bain, ainsi qu'un placard à chaussures dans l'entrée. Je n'ai pas besoin de bibliothèque car je range mes livres et papiers sur l'une des étagères du placard à chaussures. Les placards intégrés et étagères sont plus petits que la moyenne. Les seuls éléments de rangement dont vous avez besoin sont de bons vieux tiroirs et boîtes et non des choses spéciales ou sophistiquées. On me demande souvent ce que je conseille, sans doute dans l'attente que je sorte une arme secrète. Mais je vous le dis sans embâge, vous n'avez pas besoin de séparateurs ni de gadgets en tout genre. Vous pouvez résoudre vos problèmes de rangement en vous servant de ce que vous avez déjà chez vous. L'objet que j'utilise le plus souvent est une boîte à chaussures vide. J'ai essayé tous les types d'éléments de rangement, mais je n'en ai trouvé aucun qui soit gratuit et plus efficace que la boîte à chaussures, à laquelle je donne une note au-dessus de la moyenne pour mes 5 critères: taille, matériaux, durabilité, facilité d'utilisation et attrait. Ces attributs bien équilibrés et sa polyvalence sont ses plus grands atouts. Depuis peu, les chaussures sont également vendues dans des boîtes au design sympa. Quand je visite leur maison, je demande souvent à mes clients: avez-vous des boîtes à chaussures ? Les possibilités d'utilisation des boîtes à chaussures sont infinies. Je m'en sers beaucoup pour ranger des chaussettes et des collants dans des tiroirs. Leur hauteur est idéale pour héberger des collants roulés disposés debout. Dans la salle de bain, elles peuvent contenir des flacons de shampoing, après-shampoing, etc. Et elles sont également idéales pour ranger les détergents et autres produits de nettoyage. Dans la cuisine, elles peuvent servir pour des denrées alimentaires, ainsi que les sacs poubelles, torchons, etc. Je mets dedans des moules à gâteaux et d'autres ustensiles de cuisine plus rarement utilisés. La boîte peut prendre place sur une étagère en hauteur. Nombre de gens semblent ranger leurs moules et plats allant au four dans des sacs en plastique, mais il est bien plus commode de les mettre dans une boîte à chaussures. Cette solution extrêmement simple est très prisée de mes clients. Je suis toujours ravie quand ils me disent se servir plus de leur four depuis la réorganisation de leur intérieur. Le couvercle d'une boîte à chaussures est peu profond et peut encore servir de plateau. Rangé dans le placard de cuisine, vous pouvez mettre dedans huile et épices et garder ainsi bien propre le niveau inférieur du placard. Contrairement à nombre de revêtements d'étagères, ces couvercles ne sont pas glissants et bien plus faciles à remplacer.
Si vous conservez des ustensiles de cuisine, tels que votre louche, dans les tiroirs, vous pouvez utiliser un couvercle de boîte à chaussures pour les maintenir en place. Cela évitera que les ustensiles ne roulent bruyamment chaque fois que vous ouvrez ou fermez le tiroir. En outre, ce couvercle sert de séparateur et permet une utilisation optimale de l'espace restant. Il existe bien entendu de nombreux autres types de boîtes pouvant servir d'éléments de rangement très pratiques. Parmi celles dont je me sers le plus fréquemment figurent les boîtes en plastique renfermant les cartes de visite et celles fournies avec un iPod. En fait, les boîtes de nombreux produits Apple présentent une taille et une conception idéale pour le rangement. Servez-vous-en donc comme séparateur dans vos tiroirs. Elles conviennent parfaitement pour stocker des crayons, stylos et autres matériels d'écriture. Autre élément classique, les boîtes en plastique de denrées alimentaires qui peuvent servir à entreposer de petits objets dans la cuisine. En bref, n'importe quelle boîte de la bonne taille fera l'affaire. En revanche, les cartons d'appareils électroménagers sont trop grands pour servir de séparateur, peu commodes pour contenir autre chose et carrément laids. Débarrassez-vous-en. Chaque fois que vous tombez sur des boîtes vous semblant réutilisables, lorsque vous triez vos affaires, mettez-les de côté en pensant au moment où vous rangerez. Veillez à jeter toutes celles qui restent une fois votre maison en ordre. Ne vous y accrochez jamais en vous disant qu'elles pourraient vous être utiles un jour. Je ne recommande pas l'utilisation comme séparateur de boîtes rondes en forme de cœur ou d'un format irrégulier, car elles vous font généralement gaspiller de l'espace. Cependant, si une boîte donnée vous procure une émotion lorsque vous l'avez entre les mains, c'est différent. La jeter ou la garder sans vous en servir serait dommage. Dans ce cas, suivez votre intuition. Vous pouvez par exemple recycler ces boîtes dans un tiroir pour ranger des accessoires à cheveux, des boules de coton ou votre nécessaire de couture. Créez vos propres combinaisons en adaptant une boîte vide à un type d'objet bien précis à ranger. La meilleure méthode consiste à faire des essais en vous amusant. Mes clients s'aperçoivent toujours qu'ils possèdent déjà les contenants du type dont ils ont besoin, ce qui leur évite de sortir en acheter. Sur le marché, il existe bien entendu plein d'éléments de rangement conçus par de grands designers, mais pour l'heure, l'essentiel est de finir de mettre votre maison en ordre le plus vite possible, plutôt que d'acheter quelque chose qui fera momentanément l'affaire. Attendez d'avoir terminé tout le processus, puis prenez le temps de rechercher des éléments de rangement qui vous plaisent vraiment. Bon, on a bien avancé. Du coup, la prochaine fois, nous continuerons le chapitre 4. Voilà, on a bien avancé. J'espère que ça vous a plu, ma lecture. Et donc, je vous dis à très vite pour la suite. Voilà. Je pense que là, on est jeudi. Donc, normalement, samedi ou dimanche. Voilà. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Merci de me suivre. Merci d'être plus nombreux. On est 320 déjà. J'espère que ça va continuer. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Je vous aime très très fort. J'adore vous faire des vidéos lectures comme ça. J'ai plein d'autres livres à vous lire. Voilà. C'est pas fini. C'est pas fini. Je vous aime fort. Bisous, bisous.